Okay, so today we're going to look at part 2 of the module on management. And the contents of this part of the module are company structures and organizations, cross-cultural diversity and recruitment. Donc on va regarder la structure des organisations et l'implication pour le management. La diversité à travers les cultures, qui est important dans un monde mondialisé, et le recrutement. Donc voilà le contenu. So first of all, we need to look at different company structures. We can say that there are 4 principal company structures, which are sole ownership or sole proprietorship. Sole ownership, c'est l'expression utilisée plutôt par les Britanniques. Sole proprietorship, beaucoup plus difficile à dire d'ailleurs, et l'expression utilisée surtout par les Américains. Partnership, donc ça va de soi. Et puis on a 2 types d'entreprises, LC ou LLC, c'est Limited Liability Company, and PLC or PPLC, a Public Limited Company. So we're going to look at the differences between these types of structures and what implications there are for a company's management. So, in terms of sole ownership, this generally means a single person who is generally an artisan or a professional who offers services to the public. On pourrait appeler ça, par le français, auto-entrepreneur, and it's the easiest form of company for one person working alone. Then you have a partnership. This can be 2 or 3 or 4 people who work in collaboration in one business. And then we have an LLC, which is made up of private members or investors, and PLC, which is made up of public members and investors. So LLC is a group of people who create a company and they have private investment. And each investor has a share of the company. And this is a practice for perhaps a startup or a small company. PLC is a public company in the sense that members of the public, the general society at large, can buy a part of the company, ce qu'on appelle a share, et donc devenir shareholder, and this is a much bigger company. So we will look at the advantages and the drawbacks of each style of setup, each style of management. Firstly, a general idea. Generally, we can see that we are always balancing between 2 requirements: the freedom and the opportunity to act for your business, the autonomy with which you can make decisions and organize your business, in relation to the risk to its members, the liability of the members. Remember that liability is a risk, and we can say that liability is the debt that must be paid back, and if investors have invested a lot of money, then they want to retain that money and make a profit. But it is a risk, and so you always need to protect your risk. If you do not protect your risk, then if the company does not succeed,
If the company develops debt, you can lose personal assets, for example, your own home. Ok, pour récapituler sur ce que je viens de dire, donc, les avantages et les inconvénients sont toujours sur un lien et il faut trouver le juste milieu, l'équilibre entre la liberté d'agir, la liberté de prendre des décisions au sein de son entreprise et la façon dont on l'organise, et le risque envers ses membres, les personnes, les partenaires qui sont propriétaires de cette entreprise, qui engagent leur propre responsabilité dans le sens où s'il y a des dettes dans l'entreprise, ils risquent de perdre eux-mêmes des biens personnels. So this is the kind of problem we have to resolve. It is to find the balance, the correct balance between these two ideas. So first, let's look at sole ownership. On the left, we can see pros, and on the right, we can see cons. Pros, avantages, cons, drawbacks or inconvénients. So, on the positive side, there are fewer formalities. Not much paperwork, not too much administration to create your company. And in terms of taxation, it is simple. It is also autonomous decision-making, in the sense that the owner of the company can decide what to sell, what customer he wants, what holidays he wants, what hours he wants to work, etc. He is autonomous and individual person, and he has the freedom to organize his lifestyle how he wants. However, the cons are he is personally at risk for every debt and obligation. He may also feel a little bit isolated. For some people, it is good to work alone. For others, the isolation can sometimes be difficult to live with. Also, he may have difficulty in expanding his business. If you are one person, there is only a limited quantity of work that you can achieve in 1 week. Perhaps you have possibilities and opportunities to do more work that you have to refuse. Donc, pour récapituler en français, on a du bon côté de la chose moins de formalités, moins de paperasse et une autonomie dans la prise de décision et le style de vie qu'on a envie de mener. Et bon, de l'autre côté, on engage sa responsabilité. Donc, si l'entreprise ne réussit pas, s'il a des dettes, ça va avoir un impact sur sa vie personnelle et on peut perdre par exemple sa maison, etc. Donc, et on peut aussi se sentir un peu isolé et va avoir surtout une difficulté de faire croître son business. Puisqu'on est seul, il y a une quantité de travail qu'on peut faire dans une semaine et on peut même être obligé de refuser du travail alors qu'on pourrait accepter ce travail si on n'était pas seul. So maybe the solution is a partnership. The advantages of a partnership are that it is simple to set up because it is not a complicated business structure, and you have the collaboration of ideas and support, sharing of stress, and also a bit of mutual motivation. If one person is feeling not very productive one day, the other person in the business or other people in the business can boost them, make them work a little bit harder, put a little bit of pressure. But there are some drawbacks to this type of business. Again, it is a question of personal risk for every debt and obligation, and you need to have a good relationship between partners.
it can be difficult to resolve conflict between partners who disagree or who have personality clashes. Donc, c'est simple à mettre en œuvre, pas trop compliqué niveau paperasse. Il y a la possibilité de collaborer pour avoir des idées. On a le soutien et le partage du stress et une motivation mutuelle, c'est-à-dire que si un jour on n'a pas envie de travailler, il y a toujours la pression de l'autre où on peut se motiver les uns les autres. Par contre, également, chaque partenaire prend un risque financier et surtout, il faut avoir une bonne relation entre les personnes parce que s'il y a des conflits, pour pouvoir les résoudre et s'il y a des clashs de personnalité, ça va impacter le fonctionnement de l'entreprise. A limited company now. The advantages of a limited company is that it's reasonably easy to set up. C'est plus compliqué que les deux premières structures, mais it's easy to set up with a limited risk for every debt and obligation. Collaboration of ideas and support are possible. Again, sharing of stress. Again, mutual motivation. And with the possibility to divide the profits in whatever way you want. Okay. But you need, again, a good relationship between the partners. It can be difficult to resolve conflict. But more importantly, it can be difficult to raise additional capital because all capital must come from the partners in the limited company. So they protect their own assets. Each partner is protected, protecting their personal wealth. But if you want to raise capital, it's going to get complicated because you depend on the wealth of the individuals in the company, the business itself. Donc, les avantages, c'est toujours relativement facile à créer. On protège les individus avec un risque limité de dettes et d'obligations. Ça veut dire qu'ils ne risquent pas leurs biens personnels. Et on a tous les avantages du partenariat, c'est-à-dire le soutien, le partage de stress, d'idées et aussi la possibilité de diviser les bénéfices comme on veut. On peut le diviser par proportion de l'activité de la personne dans l'entreprise, par la proportion de son investissement. Enfin, on peut le diviser comme on veut. Par contre, également, il faut une bonne relation entre les personnes parce que ça peut être difficile de résoudre le conflit, mais surtout, c'est difficile à trouver du capital additionnel parce que tout investissement doit venir des partenaires eux-mêmes, de leur richesse et de la richesse créée par l'entreprise elle-même. Et puisqu'on va protéger les biens de chaque individu, toute richesse, tout investissement doit venir des bénéfices de l'entreprise ou des banques ou des financements externes. Donc c'est très compliqué. Ça peut aussi limiter l'expansion de l'entreprise. D'où la nécessité de passer en Public Limited Company, c'est l'étape pour devenir une corporation, c'est-à-dire on va vendre des actions au public et devenir a Public Limited Company. Donc, pros, it's easy to raise capital for investment. You just sell shares. You invite the public, you invite many investors to participate. There is a limited risk for every debt and obligation. Donc, you're still protecting the individuals. They will only lose their investment. They will not lose their personal assets. And you have a relative power to influence, for example, government or local authorities in your favor
Because you are large and you have many stakeholders. Difference between stakeholders and shareholders, remember. However, it can be difficult, on the negative side, it can be difficult to set up, c'est compliqué, more rules and regulations, and you need to answer to shareholders because executive directors are held accountable. They must feedback, they must give details, they must publish information for shareholders, and because the shareholders are members of the public or just ordinary people, then they must make this information very clear so that all shareholders can understand. Donc, avantage, c'est là où souvent on passe à cette étape, c'est surtout pour avoir de l'investissement pour faire des investissements dans l'entreprise, c'est-à-dire acheter une usine ou produire un nouveau produit ou s'installer quelque part. It's easy to raise capital. C'est facile de créer du capital puisqu'on va vendre des parts aux shareholders, donc les actionnaires. Et chacun est protégé parce qu'on perd son investissement mais on ne perd pas les biens personnels. Ça donne aussi un pouvoir d'influencer, puisqu'on va devenir plus grand, puisqu'on va impacter la vie de beaucoup plus de personnes. Ça nous donne la possibilité, en tant qu'entreprise, de mettre la pression sur les gouvernements ou faire du lobbying ou faire une pression sur la législation, sur les autorités locales pour avoir ce qu'on veut, pour que l'entreprise fonctionne bien. Par exemple, il faut une route, il faut des avantages en termes de terrain, etc. Par contre, c'est très compliqué. Ça devient très très complexe en ce qui concerne l'administration. Et comme on limite la responsabilité personnelle et on rend des choses publiques, on doit répondre, on doit publier, on doit respecter certaines règles. Et on est responsable de la vie de plusieurs personnes et donc on doit répondre aux actionnaires. Et on est tenu pour responsable par une variété d'actionnaires de la bonne conduite de l'entreprise. At this point, I just want to make a small remark about language. On the left, you can see we have the expressions to be responsible for, to be liable for, and to be accountable for. And on the right, we have to be responsible to be accountable to. So when you say for, it's the task or the asset. For example, I am responsible for the building, or I am accountable for the level of production. Donc, these are assets or tasks. Souvent, on va suivre ces expressions avec un verbe en ing si c'est une action. For example, I am responsible for recruiting excellent personnel. Okay? À droite, nous avons responsible to, accountable to. Et ça veut dire on doit répondre à ces personnes, a person or a group. Donc, on doit rendre compte de ces actions. I am responsible to my line manager. I am accountable to the public. Okay, the president is accountable to the electorate. Don't just pay attention to, in a document, if you have for or to after responsible, accountable, liable, then you must pay very much attention. Qui a la responsabilité dans cette phrase? Okay? Donc attention à ça. C'est la responsabilité et de quoi ou envers qui. Okay? Envers quelqu'un, c'est tu. De quelque chose, c'est for.
Okay, so the next slide we're going to look at company organisation. This is fairly easy to understand, so we'll just start with thinking about organising a company via functions. All companies have functions. These are different activities within the company. So you have the function of general management and strategy, for example, research and development, supply chain management, production and engineering, marketing, sales, human resources, and finance management, accounting, administrative, legal and tax departments, equipment, security, operations, communications, etc., etc. So in general, your company will be divided into different types of activities, and you will have teams who look after these different functions. So you have a finance manager responsible for management of the financial aspects of the company, and you will have, for example, a human resources manager responsible for recruitment, etc. So, in general, company structure tends to follow the lines of company functions. The structure of a business organisation is always linked to the company's goals. Most companies are organised by functions, donc on va revoir, vous pouvez re-regarder les slides 1 et 2 que je viens de vous montrer là sur company functions. And the functions are interdependent. So we have 4 types of company structure: hierarchical, matrix, flat, and network. In a moment, we will look at the structure, but just remember that companies have these particular goals, these particular functions, and so they divide their activities to meet the functions. En gros, une entreprise va diviser ses activités en fonctions ou objectifs et va créer des équipes et va structurer son organisation par rapport à ses fonctions. So let's look first at the oldest form of company, which is a hierarchical structure. In general, it has a pyramid shape, so CEO and deputy managers, followed by line managers who are in charge of a number of people. The decisions are taken by top managers. Organisation is centralised, and the lower rungs may feel alienated. Okay, so if I come back, je vais reculer d'un diapo. You can see here that we have an example of a hierarchical sort of pyramid style structure with an organisation which is by function. So we have the manager of, for example, planning, the manager of corporate affairs, the manager of finance, etc. And these have directors above them and people working below them. So the company has a person at the top, 2 or 3 people under him or her, and then under this, a list of people. And you can find your position on the chart. So what can we say about this? Well, I did talk to you about the idea of a hierarchy. Well, last time we looked at management style. And management style, when it is directive and hierarchical, can lead to alienation. Donc la dernière chose sur cette liste, c'est the lower rungs may feel alienated. Lower rungs, c'est le bas de l'échelle, peuvent subir un sens d'aliénation, okay, because everything is centralised and they don't feel part of the structure. They just feel like a part of a machine. Okay, hierarchical structure then is typical of a big conglomerate, and particularly
is a style favoured in France. So now let's look at a matrix or project-based organisation. Here we can see, if you look at the image, we can see on the left different functions. Along the top we have different types of services, and BU, okay, which is a business unit. So this means that each member of a team has a project, and the group in the company is divided into projects. So there's no pyramid hierarchy. There are simply groups of projects with people working on each project. So we call this matrix or project-based organisation because it is task-centred, and project managers carry out a definite project with a precise budget and a specific deadline. So each project has a budget. Imagine, for example, a company that is going to produce 5 new products. So they need to create the product, they need to design the product, they need to look at the technical specifications of the product, they need to market the product, they need to sell the product. Well, in each case, each group will need to consult a human resources manager, will need to consult a finance manager, will need technical support, etc., etc. So each group, each team will be in competition to get the best resources, to get the budget, okay? And this structure can lead to conflict because managers fight for resources. Donc, juste pour recapituler, ça veut dire l'idée, c'est que chaque groupe, chaque projet a besoin de ressources. Donc, chaque projet aura un groupe de personnes qui doivent obtenir leur budget, négocier le temps d'un technicien, avoir un budget de marketing, négocier comment ils vont pouvoir accéder à certaines ressources. Et cela peut mener à du conflit, mais ça crée aussi de la compétition au sein de l'entreprise qui, par elle-même, est motivante et améliore la performance. Mais si ça va trop loin, ça peut être une source de conflit. Next, we'll talk about flat structure organisation. Well, this is the simplest form of organisation with a manager, maybe 2 managers, and staff. This is favoured by small companies. Small companies prefer an organisation with few layers, where there are no layers, because this facilitates communication and involves less red tape. Red tape, c'est de la paperasse, c'est de la communication, etc. So some employees who are multi-skilled or have multiple roles may be difficult to define. It means that, for example, vous pouvez être dans une structure où il y a un manager qui gère un peu tout, mais que vous avez des employés polyvalents qui sont capables de faire un peu de ceci, un peu de cela, et leurs rôles sont difficiles à définir vraiment. Et ça marche dans les petites entreprises où vous avez, par exemple, un technicien qui est aussi vendeur, qui est aussi livreur, qui va aussi répondre aux demandes des clients, etc. Vous n'avez pas besoin d'une structure trop limitante, vous avez besoin simplement d'un manager et puis les personnes qui sont capables de faire 3 ou 4 tâches. Okay. Network organisation. This is a completely different style of organisation,
and appropriate to a mondialized world, a globalized world. In this particular image, you can see that we have, this is an image which comes from a veterinary association where you have a steering committee. Steering, c'est la direction. Donc, une comité de direction avec une unité de coordination pour chaque type de maladie qu'un animal peut avoir. Donc, il y a 3, 4, 5 types de maladies. Puis, vous avez les vétérinaires et les labos. Tous ces groupes travaillent à leur compte, mais ils ont une comité donc, de direction qui leur donne des pistes. Et ils se coordonnent pour échanger d'informations. Mais chacun a une expertise bien précise. Et ça, c'est au niveau régional. Et au niveau national, on va élargir, ils vont communiquer avec différentes parties du secteur, différents secteurs à travers des organisations et des associations, etc. et la communication. Donc, it's a network, ça veut dire on crée un réseau par groupe d'information, par groupe d'expertise, et on facilite l'échange entre elles. Network organization. Traditional vertical models are no longer appropriate in a globalized world. Flexible systems of groups which interact works better because we can have creative, interactive teams. If you have a group of people working on a project together and they share ideas, they can become very creative. Now, this globalized model that we have seen here is also the type of model that we can see inside companies like Google and Facebook. Ils ont pris ce modèle et dans ces grandes entreprises de Silicon Valley, on fait justement ça. Au lieu d'avoir une hiérarchie, ils ont créé des réseaux de petites équipes. Les équipes travaillent entre elles, mais elles marchent par petites équipes où il y a une synergie entre les personnes qui facilite la création d'idées et la créativité. Et puis, eux, ils vont interagir avec d'autres équipes dans l'entreprise. Et dans ces équipes, ils gèrent les ressources et leurs besoins eux-mêmes. Mais il y a quand même une comité de direction qui va veiller sur tout. Okay, so we looked at the different types of company structure, and we can see that company structure is very dependent on the goals, the objectives, and the functions of a company. Donc, quand vous réfléchissez aux structures, il faut réfléchir également au type d'entreprise et quelle structure est mieux pour chaque type, pour chaque secteur, pour chaque taille d'entreprise. Quand on parle de quelque chose de plus mondial, on va réfléchir sur l'idée de cross-cultural management. Alors, qu'est-ce que c'est cross-cultural management? C'est la gestion de cette entreprise à travers le monde, enfin, à travers les différents pays et cultures dans le monde. And here is a classic example just in the image. We can see on the left a Japanese man, and on the right we can see probably an American or an Englishman, perhaps, and they are meeting at the airport or in a company. And each one is making an effort to greet the other in the style of the country. So the Anglo-Saxon on the right makes an effort to bow in the style of a Japanese greeting, and the Japanese man on the left makes an effort to shake hands in the style of the Anglo-Saxon. Why do we do this? Well, we can talk about what we call the global village. The global village is the fact that we are more and more interdependent across the world. Businesses need to communicate effectively with people
from different countries. So, they must have an understanding of cultural differences which helps to create better relationships. Donc on a besoin de communiquer avec différentes nations, avec leurs cultures qui sont très variées. Si on comprend bien la culture, on peut améliorer les relations entre entreprises, ce qui peut être quelque chose qui va nous aider à mieux gérer l'entreprise en général, mais surtout, par exemple, à gagner un contrat, etc. Alors, je vous avais mis dans le cours un lien YouTube vers 6 ou 7, je ne sais plus ce que c'était. C'est une collection de publicités de la banque HBC qui parlait justement de cette Global Village et de ce besoin de comprendre la culture ailleurs. Et on avait quelques exemples qui étaient assez amusantes parfois, mais qui montraient bien le problème. So, what do we mean by cultural differences? Differences can be a difference in presentation and style. Perhaps you must be very formal, dressed very formally with a tie, or perhaps not. Perhaps wearing a tie and a costume, a suit, un costume, would actually make you appear austere and not very friendly. Or perhaps, if you didn't wear a tie and a suit, you would appear not serious. So you need to know what is the attitude in every country that you visit. There are differences, of course, in greetings, comme on vient de voir la première image qu'on a vue là. Difference in greetings, les accueils, l'accueil des gens. Do you shake hands or do you bow? And what about names? Is it first name, surname, Monsieur le directeur, Monsieur par son nom, ou tout simplement Gérard, je ne sais pas. Okay, donc there are differences in the way people behave. In general, in Anglo-Saxon countries, we wear a suit and a tie. We appear formal, but we have first name terms. Une fois qu'on connaît la personne, peut-être pas au premier vue, mais on va vite passer au prénom, très très vite dans les relations entre les gens. Et on va serrer la main. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. So, in terms of presentation, greeting, and behavior, comportement, behavior, you could be formal or relaxed or somewhere in between. There is a difference in respect of personal space. Le respect de l'espace personnel autour de la personne, en dehors du Covid-19 que nous avons actuellement. Il y a certaines cultures où on est très proche physiquement de l'autre, très tactile, notamment les pays sud-américains ou par exemple l'Italie, et d'autres pays où on garde un strict distance entre les personnes, notamment au Japon, ils n'aiment pas qu'on approche trop de leur, donc on garde toujours un petit peu d'espace. Aussi, dans hierarchical relationships, the way you must be with your boss, your superior, varies, and the difference in posture, the position of your arms, the position of you sit in, all sorts of things like this. Et on a vu dans la vidéo, donc, un exemple. L'exemple de ne pas montrer les pieds, la plante des pieds, dans certains pays, c'est considéré comme extrêmement mauvais. There are also differences in eating habits or etiquette at table or etiquette in general in social situations. For example, leaving food on your plate or different ways in which you must respond. This has led to something we can call CQ. You know IQ or QI, which is your intelligent quotient, IQ, intelligence quotient.
QI en français? Well, we've developed what we call CQ, Cultural Intelligence Quotient. C'est la capacité de s'adapter selon les cultures et d'avoir ce que j'appellerais la finesse. Cultural intelligence has been defined as a specific form of intelligence focused on capabilities to grasp, reason, and behave effectively in culturally diverse situations. It allows us to think outside our narrow cultural boundaries and decode complex cross-cultural interactions. Donc, on peut être culturellement intelligente dans le sens où on voit, on sent la différence entre les gens, on est capable de s'adapter très vite et se comporter comme il faut selon la société dans laquelle on se trouve, et on n'est pas borné par notre connaissance culturelle limitée, et on est capable de décoder les interactions multiples et compliquées entre les êtres humains. So having a good CQ helps make business relationships and transactions smoother, plus lisse, sans complications. A lack of CQ, manque donc de CQ, can adversely affect international business. Donc si on n'a pas du tout cette finesse culturelle, ça peut nuire à les affaires internationales. Donc, it is something that needs a lot of consideration. You can't just say, I'm going to start my business in another country. You need to know the country, you need to know the customs, you need to know the culture, you need to know how to behave with people, etc. Pour éviter de causer offense aux gens et pour mieux s'entendre avec eux. Si on s'entend bien, ça aide à faire de bonnes relations et donc de bonnes affaires. Et maintenant, on va juste terminer avec quelques aspects du recrutement. When we talk about recruitment, we are looking at it from the point of view of the company. The company needs to recruit quality staff. We already looked at how motivation was important for a company. So, employee motivation being important and having good employees is important, we need to look at what aspects to consider in recruitment. Well, what we consider in recruitment is the qualifications and skills, les diplômes et les compétences, experience and track record, l'expérience de la personne, et a track record, c'est-à-dire les preuves de son succès passé. Heterogeneity in the workplace, c'est avoir un endroit hétérogène propice à une meilleure performance. Et si vous faites des recherches, vous verrez que la hétérogénéité dans l'entreprise est liée à une meilleure performance, et je vous en parlerai un peu plus dans le slide suivante. Workplace culture, donc la culture dans le lieu de travail, donc quel type de personne on veut intégrer dans cette culture. The potential for personal growth, le potentiel de croissance personnelle. Il ne suffit pas d'avoir des gens qui vont intégrer votre entreprise, il faut leur donner la possibilité de se développer personnellement, et c'est mieux pour l'entreprise si on le fait. The salary and package proposition, of course. Do you need people who must be mobile and travel? Donc, what is the mobility, travel necessity of the company? And what role are required? Do we need leaders? Do we need team workers? Do we need technical staff? So here, on this particular slide, you can see better results when women sit on boards. A board, et donc c'est le conseil de direction. Et on peut voir comment il est important d'avoir un conseil qui est hétérogène en termes de genre, mais hétérogène en général, aussi en forme de culture, parce que ça apporte
une vue différente, une perspective qui peut surprendre. Tout ce qui est variété donne plus de créativité et more thinking outside the box, comme on dit en anglais. Un peu cliché, mais réfléchir en dehors du cadre. Thinking outside the box. And here we can see over a period of 6 years how companies with no women on the board tend to have a lower performance than companies with women on the board. And we can see there is a considerable difference. So the difference we can see on the left from 6 to 20%, average ROE. Si vous vous rappelez de votre cours de comptabilité, ROE, return on investment, ou return on expenditure, donc c'est le retour sur investissement. Return on equity here. Equity, c'est aussi investissement. Donc, in terms of the equity placed in the company, les retours sont meilleurs. Et d'ailleurs, on peut voir que les femmes réussissent à rester stables pendant des périodes de crise et que quand il n'y a que des hommes, qu'il y a un manque de capacité de faire face. So it's quite an interesting piece of information, this. And more research shows that if you have a variety of people at the board level, women, people from different nationalities, countries and backgrounds, the performance of the company is better. So we have different ways of recruiting people. You can recruit internally. You can put an advertisement for the job in the media, in the press or on websites. You can use a recruitment agency. You can do headhunting, chasseur de tête. You can actually go out and try to find the people who correspond to the profile you are looking for. You can use a network-based search, such as LinkedIn. You can respond to spontaneous applications, des candidatures spontanées. And recently, we have a new form of recruitment method, at least in the early stages of recruitment, les premiers stades de recrutement, quand il faut penser à l'éligibilité, c'est-à-dire les diplômes et tout ça, puisque si on parle sur un niveau international, il faut vérifier les diplômes et tout ça, which can be done by artificial intelligence. Donc, sur une liste de 10 000 personnes, l'intelligence artificielle va pouvoir trier ceux qui sont candidatures parce qu'ils correspondent à certains critères, et puis après passer à un recrutement plus humain par interview par la suite. And when you talk about interview styles, there are several different styles you can use. One-to-one, one person, one interviewer. A panel interview, vous avez un panel ou un jury et vous avez en face le candidat qui doit parler à chacun des personnes qui sont sur le panel, répondre aux questions. You can have group interview tasks. Alors, moi personnellement, j'en ai fait un, c'était très bizarre. You give a task, you invite all the candidates to participate in a task and you observe. Donc, on peut mettre tous les candidats dans une salle, leur donner une tâche et observer comment ils réagissent. Alors, parfois, vous cherchez un leader, parfois, vous cherchez quelqu'un qui est un bon équipier et vous observez comment ils font pour répondre à la tâche en question. Presentational interviews, vous demandez à votre candidat de faire une présentation avec diapo par exemple. Et peer interviews, vous demandez aux collègues potentiels de ce candidat d'interviewer le candidat, de choisir celui qu'il préfère. And you can imagine that the different interview styles will again be linked to the different style of company.
If you are looking to integrate a network matrix style company, it's better to have peer interviews. If you are looking for a company that operates on a hierarchical level, you might want a one-to-one or particularly a panel interview with the different sectors taking part. If you are looking on a project-based style structure, then you will definitely want a panel where each person in the structure, each head of each structure comes and is part of the interview. Donc voilà, la deuxième partie du management. Et la prochaine fois, on va se concentrer sur la stratégie et ce sera la dernière partie dans la partie management. Donc je vous invite à lire le document que j'ai mis dans le cours que je vous ai envoyé, de répondre aux questions sur la vidéo, de répondre aux questions sur le document et on en parlera de vive voix au cours de la visioconférence. Venez bien préparés pour pouvoir parler parce que, je vous rappelle, votre examen est à l'oral et il faut favoriser toute opportunité de parler anglais. Donc, à plus tard et bonne continuation et bon courage.